Après Kvyat, Gasly, Albon et Perez, c'est au tour de Liam Lawson de se faire broyer par la machine Red Bull. Le pilote néo-zélandais est éjecté de son baquet au profit de Yuki Tsunoda. Mesure d'urgence ou choix politique? Peut-on parler d'échec pour la Red Bull Junior Team dont les pépites ne résistent plus à la pression? À tout miser sur Verstappen, l'écurie de Milton Keynes hypothèque-t-elle son avenir? Retour également sur la F1 Academy, la tentative de féminisation de la F1 est-elle réelle? Ou s'agit-il d'un coup de com'? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et désormais, vous le savez, On refait la F1, c'est hebdomadaire tous les lundis soirs, même quand il n'y a pas un Grand Prix comme ce week-end, mais il y a plein de choses à dire sur la F1 désormais, avec comme chroniqueur, ou plutôt, oui, comme chroniqueur et notre team principal en duplex depuis le sud de la France, ancien patron des écuries McLaren F1 et Lotus, monsieur Eric Boulier. Salut Eric. Bonjour à tous, salut Olivier. Salut Eric, à mes côtés, la supportrice numéro 1 de Max Verstappen et de Red Bull, Justine Pélisson, alias DRS Queen. Bonjour Justine. Bonjour à tous. On va beaucoup parler de Red Bull aujourd'hui. Bonjour à toutes, elle a dit, j'ai entendu. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 25% de l'audience qui est féminine, mon cher Laurent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, puisque tu as parlé, tu demeures un fan de Lewis Hamilton, mais tu restes fidèle à l'écurie, à la tunique Mercedes, dont tu portes les couleurs. Notre polémiste de la F1, monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Lui aussi est fidèle à l'écurie d'Alpine, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de couleurs en ce moment. Il est le recordman des victoires du quiz à fin, monsieur Guillaume Pommier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Fidèle à Alpine et aussi aux Français. Donc j'ai une partie de moi qui est As et une partie de moi qui est Racing Bull, un petit peu pour Ocon et Aja. Que des winners. En duplex, notre tifosi, notre gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias donc Camille. Ça va, tu ne te sens pas trop seul sans ton acolyte Pépone cette semaine? Ça va encore. Je dirais que notre chef quiz a quand même oublié Isaac. Allez, oui, ça va aller. Racing Bulls. Oui. Quant à moi, je demeure, vous le savez, le pilote, le supporter pour l'éternité de Fernando Alonso parce qu'il est éternel et il va durer jusqu'à 50 ans en F1. Allez, un mot au sujet de notre sponsor de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Vous le savez, le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. C'est juste en dessous, allez cliquer. Je vous rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise notre émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne avec le sacrifice de Lawson sur l'hôtel Red Bull. C'est le fait de la semaine. Liam Lawson est éjecté de son baquet Red Bull. Après seulement 2 Grands Prix, il est remplacé par Yuki Tsunoda qui quitte Racing Bulls pour rejoindre l'écurie Rennes. Red Bull a donc tranché les amis en faveur de Yuki alors que le pilote japonais l'an passé était déjà concurrent et potentiel successeur et être aux côtés de ce volant chez Red Bull. Est-ce que vous comprenez cette décision et ce revirement? On commence tout de suite avec la fan numéro 1 de Red Bull, à savoir notre amie Justine. Je comprends cette décision. On sait que Liam Lawson, c'était quand même le pilote le plus inexpérimenté à attaquer, à rejoindre l'écurie mère de Red Bull. Donc, il a été très rapidement mis dans le grand baquet. Il avait que 11 Grands Prix, il me semble, sous ses pattes quand il a rejoint. Et on a vu qu'il avait eu vraiment un début de saison hyper décevant. Un début de saison catastrophique, on peut le dire. Avec abandon, évidemment, en Australie. Et ensuite, à Shanghai, très, très décevant aussi. Donc, pour moi... 2 fois 20e en qualif et il ne finit que 15e à Shanghai et abandon effectivement. Oui, puis quand on voit sur sortie de piste en course. Hein. Exactement, et puis j'ai la citation en tête c'est Marco Helmut qui disait comme un boxeur mis à terre, il est quasiment, presque impossible de se relever. Et vraiment, j'ai l'impression que Red Bull n'arrête pas de se justifier en disant que c'était une erreur de l'avoir promu beaucoup trop tôt. Donc oui. Déçu de cette décision, mais pas si étonné que ça. On va se tourner vers notre team principal, Eric Bouillet. Eric, est-ce que tu es surpris? Il y a déjà des rumeurs, mais ça va vite. 2 Grands Prix, ça va vite. Hein.
Alors surpris, pas vraiment. On sait comment fonctionne le système Red Bull, mais moi, ce qui m'a plus surpris, d'ailleurs, ça avait été mes flops à chaque fois, c'est l'IAM qui était quand même vraiment, vraiment nulle part quand même. Et quand on s'appelle Red Bull, te qualifier 20e ou 18e ou à chaque course et ne même pas réussir à doubler les Sauber, ça devient quand même compliqué quand même. Donc je suis pas vraiment surpris. Question d'expérience et d'âge sûrement. Je pense qu'ils l'ont mis un peu trop tôt là où il fallait pas. Après, il y a quand même des choses à éclaircir chez eux parce que même l'arrivée de Yuki, ça va être compliqué pour lui. Surtout qu'il il s'est mis des objectifs assez ambitieux puisqu'il veut être sur le podium dimanche. Oui, bah, pendant qu'on y est, allons-y. Laurent, de ton côté, est-ce que ça t'a surpris? On a vu, enfin l'année dernière, on voyait que les stats n'étaient pas forcément mauvaises entre qui départageaient Yuki de Liam Lawson. Ouais, alors c'est pas mauvaise. Il avait quand même été sacrément battu en qualification, parce que je crois que c'était 6-2 de mémoire. Oui, on a une petite slide pour ça. Et après, ils sont à peu près ex-aequo en course. Après, il a qualification 4-4 et en course 6-2. Voilà, c'est ça, j'ai inversé les chiffres. Sachant qu'on compte là-dedans les courses sprint et les qualifs sprint. Oui, donc ça avantage Liam Lawson, sachant qu'il a brillé en course sprint. Ah ouais, à chaque fois. Après, il est arrivé, je pense qu'il y a tout qui a joué contre lui, en fait. C'est-à-dire que je suis quasiment certain que c'est pas un mauvais pilote. Hein. De toute façon, on a vu des choses très très sympas dans ce qu'il a fait quand il a couru. Après, il arrivait avec beaucoup d'arrogance. Donc déjà, tu arrives chez Red Bull, avec beaucoup d'arrogance, dans un univers qui est fracassant, et en plus, il y a tout qui a joué contre lui, là. La voiture qui est très dure à piloter, la météo qui est exécrable. Exécrable, hein, même des gens, je dirais, avec un peu de bouteille, se sont fait je ne vois pas. avoir. Hein, donc, en tout cas, ça n'a pas réussi aux Espagnols, on va dire. Oui, je ne vois pas. Tu parles de Carlos Sainz, peut-être. Et donc du coup, si tu mets tout ça là-dedans. Ouais, tu mets entre une équipe fracassante, une météo pourrie, le fait que ce soit un rookie sur cette voiture qui est impossible à conduire, c'est voilà, résultat attendu. Guillaume, donc a mis votre réaction. Regardez en tout cas celle d'Helmut Marko qui affirme qu'il était. Qui est un ange. Qui exprime pourquoi il n'a pas choisi Yuki ou ils n'ont pas choisi Yuki l'année dernière. Je cite Helmut Marko, Yuki était trop irrégulier. C'est pourquoi nous avons unanimement décidé de choisir Lawson, mais il n'a pas été en mesure d'être performant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Justine, sous une pression plus forte dès le premier jour en Australie. Il est rentré dans une spirale négative. C'est comme un boxeur qui prend un uppercut, c'est très difficile de s'en remettre. De ce point de vue, c'est une erreur de l'avoir promu, bien sûr. Donc, Ami, Guillaume, votre réaction? On ne peut être que tous d'accord avec tout le monde quelque part. Il a été arrogant, je pense que ça, il le paye très 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 cher. Envers Ricardo notamment. Hein. Oui, vis-à-vis de tout, c'est quelqu'un d'arrogant, qu'on le veuille ou non. Donc, je dirais pour moi, tant pis pour lui, j'aime pas trop Liam, donc voilà. Pour le reste, oui, c'est compliqué d'arriver chez Red Bull. On voit même Max, hein, c'est pas simple pour conduire la voiture, donc. Maintenant, Yuki, j'espère qu'il ne fera pas Harakiri au Japon, hein, mais ça va être quoi qu'il arrive compliqué, et qui plus est encore la gestion d'Helmut Marko au niveau humain, c'est quand même pas le top, hein, on est vraiment au bas du classement en Formule 1, donc voilà. En matière d'affection, on a connu mieux, c'est sûr. Hein, nettement mieux. Maintenant, il y a un truc qui est une excuse pour Red Bull, c'est la catastrophe Checo l'année dernière. On n'a pas arrêté de critiquer Red Bull en disant... Vous laissez un pilote qui n'est pas bon, ça coûte des points à l'écurie. Bon, c'est peut-être aussi la conséquence de ça. À voir. Guillaume. Est-ce que je comprends? Oui, connaissant Red Bull, on comprend. Après, est-ce qu'on est d'accord? C'est différent. C'est la politique de Red Bull. On n'est ni surpris et je pense qu'on peut que comprendre la décision. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est trop rapide. 2 Grands Prix, c'est vraiment trop peu. Par contre, ce que je comprends moins, et là, je suis encore moins d'accord, c'est pourquoi on a choisi de mettre Liam Lawson l'année dernière par rapport à Yuki Tsunoda, qui était, 1, plus expérimenté, et 2, plus performant quand ils étaient tous les deux sur la même voiture chez Racing Bull. Je vais te le dire. Hein. Et je pense qu'il y a un peu de politique. Je pense que Verstappen préférait aussi, à mon avis, Lawson, qui était plus souple, peut-être plat que Tsunoda. Mais maintenant, c'est une voiture aussi qui est très difficile. Alors Verstappen, il arrive à la faire fonctionner, mais déjà, un pilote comme Perez, expérimenté, il parvenait difficilement. Alors vous mettez presque un rookie dans la voiture, ça devient compliqué. Quoi. Et je ne suis pas certain que Tsunoda fasse beaucoup mieux.
Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un pilote plus expérimenté. Effectivement, un Alonso, par exemple, dans la voiture, là, il pourrait la faire mieux fonctionner. Mais tu mets un rookie sur une voiture quasi inconduisible, où les réglages sont totalement optimisés pour Verstappen, c'est compliqué, quoi. Laurent, au sentiment, pourquoi ne pas avoir choisi Yuki l'année dernière ? Alors, sincèrement, je pense qu'ils ont fait une grosse connerie de ne pas l'avoir fait, parce que ce qu'ils veulent, c'est dégager Yuki. Et de toute façon, ils vont le dégager. Pourquoi ils veulent le dégager ? D'abord parce que c'est un pilote Honda, et donc ils arrêtent de travailler. C'est pas un pilote Red Bull. C'est pas un pilote Red Bull, donc tu vois. Donc franchement, s'ils avaient été malins, ils auraient dit à Honda, filez-nous un très gros chèque. Et on met Yuki en numéro 2. C'est ce qu'ils ont eu. Là, oui, mais attends. Non, mais l'année dernière. Non, mais là, ils auraient demandé un chèque encore plus gros. Ils auraient mis Yuki dans la deuxième voiture. Ils se seraient grillés, parce que tout le monde se grille. Et ensuite, ils auraient permis... pas 2 grands prix, parce que ils auraient permis à Lawson de progresser dans la seconde écurie. Et ensuite, ils auraient dégagé Yuki en disant, tu vois, c'est vraiment parce que tu n'es pas bon. L'autre aurait progressé. Eux, ils auraient essayé d'arrondir un peu la voiture. Et ils auraient réussi. Non, mais ils ont voulu faire un truc de punition, parce qu'ils n'aiment pas Yuki Tsunoda. Et on l'a vu, hein, l'autre, il avait mal commencé, avec beaucoup d'arrogance aussi. Il s'est beaucoup poli. Moi, j'ai toujours dit, je trouve que j'aime beaucoup Yuki. Je trouve ce pilote. Je trouve que le travail qu'il a fait quand il partait mal et humainement, il s'est bien arrondi. Ils l'ont pas fait. Donc, je vais t'appeler Machiavel dorénavant. Voilà. Eric, Honda a dû insister déjà pour les tests l'année dernière pour qu'ils alignent en test Yuki. Au-delà, ils ont aligné les $, pour le faire courir. Les yens. Alors, je ne sais pas quelle est la nature du deal, mais effectivement, il 20 millions. Tout le monde, qu'il y avait $20 millions qui avaient été offerts l'année dernière. Yuki puisse rouler chez Honda. Et puis il y a aussi le fait que à partir de l'année prochaine, effectivement, le moteur Honda n'aura plus de lien avec Red Bull. Donc, je pense que c'est une raison pour laquelle Yuki n'a pas été retenu, puisque je pense que leurs petits secrets, ils veulent les garder aussi. Ils vont vouloir commencer à développer la voiture entre guillemets pour l'année prochaine. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Ouais. Voilà la voix de la raison. Est-ce qu'il y avait pas un solide, very solide. Tu veux un very solide? C'est notre type principal. Solid, very solid. Donc Camille, est-ce qu'il n'y avait pas une alternative? On a vu qu'il y a eu quelques rapprochements durant le week-end dernier. Oui, mais bon, s'il fallait commencer... Un Argentin, notamment. Oui, un Argentin. Je crois que Colapinto, pour ne pas le nommer. À sa place, je n'y serais pas allé. Voilà, parce que c'est vraiment aller à l'échafaud, il faut se méfier. Ils ont essayé quand même. Hein. Comment? Ils ont essayé. Oui, ils ont essayé, mais je crois qu'il est mieux au frais chez Alpine, là, pour le coup. C'est pas peu dire. Dans ta bouche, c'est vraiment pas peu dire. Entre Red Bull et Alpine, tu choisis Alpine, c'est intéressant. Autre question, moi, ce qui me surprend, c'est, tu le disais, ils ont besoin d'un pilote d'expérience. Il y avait peut-être le pilote le plus expérimenté et le plus performant du plateau qui était disponible, c'était Carlos Sainz. Eric, pourquoi ne pas avoir signé Carlos? Je crois que c'est plutôt Carlos qui n'a pas voulu signer. Tu es sûr? Moi, entre une Williams et une Red Bull, moi, je ne choisis pas. Ouais, mais je pense que Carlos est un très fin politique. Carlos aura privilégié la situation où il sera mis en avant. Et chez Red Bull, de toute façon, il sait qu'il n'aurait jamais battu Max. Et donc, il aurait été un numéro 2. Et donc, je pense que c'était pour lui la meilleure solution, c'était d'aller chez Williams. Mais vous avez oublié Bottas aussi, qui était disponible. C'est vrai. Et puis, il y a une piste qu'on a appris, Guillaume, Justine, durant la semaine, et l'intéressé à confirmer, c'est Alex Albon qui aurait été contacté par Red Bull. Après avoir été jeté comme... Ouais, mais alors après, je rebondis sur ce que vous disiez sur Sainz et Bottas, peut-être Albon. C'est au fait qui va vouloir aller sur cette Red Bull, quoi. Enfin, je veux dire... alors on dit que Red Bull donne des ailes, là plutôt Red Bull brise les ailes, quoi. De tous les pilotes qui sont sur cette voiture maudite. Tu vois, demain, tu la proposes à Hadjar. Pas sûr que ce soit bien pour Hadjar de monter directement dans la Red Bull. On n'aurait peut-être pas dit ça il y a 3-4 ans. C'était un cadeau, il y a quelques années, d'aller sur la grande Red Bull, même qu'on était chez AlphaTauri ou la Racing Bull. Aujourd'hui, franchement, c'est pas un cadeau d'être avec Verstappen. Et là où tu te poses des questions aussi sur Red Bull, c'est que, alors on a parlé du contrat avec Honda qui allait se finir, mais le contrat avec Verstappen, il n'est pas éternel. Hein. Donc quand Verstappen va partir de chez Red Bull, franchement, ça va être le néant chez Red Bull. Ils ont préparé personne. La voiture, elle est totalement faite et réglée pour lui.
ça va être compliqué, quoi. On va en derrière. parler. Et puis Albon a pas arrêté de repointer, là, de dire que la sensibilité de la voiture l'avait quand même énormément marqué, que c'était une voiture très très dure à maîtriser. Donc je le verrais mal, une fois qu'il en a énormément parlé, retourner vers une voiture aussi D'ailleurs, il difficile. a décliné l'offre. Il a décliné tout l'offre, simplement. oui. Mais ça m'étonne pas. Pourquoi ne pas laisser... Alors, on sait que c'est a priori une bonne opération financière. On ne sait pas s'ils ont finalement touché les 20 millions, Eric. Mais en tout cas, c'est un bon coup que pour le Grand Prix du Japon. Un pilote japonais se retrouve aujourd'hui deuxième pilote de Red Bull. Mais on sait aussi que jusqu'à maintenant, Lawson avait du mal parce que les circuits sur lesquels il courait, il ne les connaissait pas, alors que le Japon, a priori, il a déjà couru plusieurs fois, et notamment en Super Formule 1. Oui, il a fait quand même passé pas mal de temps au Japon, effectivement. Donc Suzuka, il le connaît maintenant. C'est un circuit extrêmement. C'est quand même le circuit le plus challengeant, on va dire, de la saison. Quand tu as une voiture comme la Red Bull qui est très difficile à conduire, je te dis pas le secteur 1, comment ça doit être sur des œufs un peu. Et après, même le reste du circuit, parce que c'est vraiment un circuit qui est très atypique, qui est très, très compliqué, très technique en tout cas. Maintenant, oui, alors pour le Japon, évidemment, ça va être bien d'avoir Yuki dans la Red Bull jusqu'à vendredi matin. Après, on verra. Justine, même Verstappen semble lui-même regretter l'éviction de son coéquipier. Oui, alors moi je suis assez triste de voir Verstappen en ce moment. J'ai l'impression qu'il semble vraiment blasé de ce qui se passe. Il a l'air d'être un peu écarté des décisions qui se prennent dans son équipe. Et c'est vrai qu'il a réagi sur Instagram à plusieurs publications. On sent qu'il regrette. Il a déjà signé ailleurs. Et il y a beaucoup de rumeurs, soit qu'il aurait signé à l'heure, soit qu'il regardait, soit peut-être qu'il arrêterait même la F1 plutôt que prévu. Je vois que sur les réseaux, il y a énormément de complotistes. La paternité change vision de la vie. Je pense que puis c'est frustrant. Enfin, c'est un pilote excellent qui a un talent indéniable et là qui n'a pas la voiture pour y arriver. Donc je pense que quand tu conduis un camion comme ça. Loin que ça, quand même. Mais j'ai quand même l'impression que Red Bull avait l'air d'avoir baissé leurs attentes par rapport à l'arrivée de Yuki en disant qu'on visait maintenant plutôt de la P5 à P8. Donc on sent qu'ils sont de plus en plus réalistes sur le fait que cette voiture. Enfin, Yuki, je pense qu'il n'y a pas trop d'illusions à se faire. Tu disais, Justine, Max Verstappen a aimé une publication de l'ancien pilote de F1, consultant pour divers médias, c'est Guido van der Garde, je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà ici l'extrait de sa publication. Oui, il faut être performant. Oui, la pression est insensée, mais à mon avis, cela s'apparente plus à du harcèlement moral ou à un mouvement de panique qu'à une question de performance d'athlète de haut niveau. Ils ont pris une décision en toute connaissance de cause et ont donné 2 courses à Liam pour ensuite briser son moral. C'est bien résumé. Red Bull a déjà grillé en tout cas une cartouche en écartant Lawson. Quelle solution va-t-elle rester à l'écurie autrichienne si Tsunoda ne performe pas? On peut légitimement se poser la question, Eric. Donc là, ils ont déjà annoncé qu'ils tiendraient jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Ils ont pris un engagement, effectivement, vis-à-vis de Tsunoda. Maintenant, si Tsunoda fait la même chose que Liam Lawson, ça va être compliqué à expliquer quand même. On verra. Et puis surtout, comme je crois que c'est Guillaume qui le disait tout à l'heure, la filière Red Bull aujourd'hui, elle est un peu faible, on va dire. Il n'y a pas vraiment depuis que Max est arrivé, on sent qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts et donc la relève n'est pas là encore. Et effectivement, on ressent un Max un peu agacé par la situation Red Bull et je pense que des histoires de Mercedes et autres, ça commence à être des rumeurs qui pourraient être fondées. Moi je crois plus qu'il aille à une autre écurie, qu'il arrête purement et simplement. Mais après, on n'est pas dans la tête de Max Verstappen. Bilan de la semaine, Liam Lawson est éjecté, on l'a dit, de son baquet chez Red Bulls. Voilà ce qu'il a déclaré sur son compte Instagram. Être pilote de Red Bull Racing a été mon rêve depuis que je suis enfant. C'est à ce quoi j'ai travaillé toute ma vie. C'est difficile, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m'a amené jusqu'ici. À tous ceux qui m'ont soutenu, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. C'est important pour moi. Merci à Racing Bulls pour leur accueil chaleureux. Je suis enthousiaste et prêt à travailler dans l'un de mes endroits préférés. C'est une bonne opportunité. C'est sûr que l'atmosphère est plus chaleureuse chez Red Bull, chez Racing Bulls. C'est vrai que c'est dur pour lui. Guido van der Garde parlait du moral du pilote. Et en fait, Red Bull a quand même, entre guillemets, brisé l'élan de plusieurs très très bons pilotes du plateau. Je pense à Gasly et Albon qui ont mis un petit peu de temps à s'en remettre. Alors Gasly a eu la chance de directement rebondir chez AlphaTauri en faisant des super saisons et qui l'ont ensuite amené vers l'excellente Alpine. C'est difficile de rebondir. Voilà, et Albon a mis du temps, a même été sorti du circuit F1 à un moment avant de rebondir chez Williams. Et en fait, tu comprends en fait que ces mecs-là étaient d'excellents pilotes. C'est-à-dire c'était pas eux le problème. Alors peut-être ils étaient un petit peu jeunes, mais c'est peut-être plutôt le Red Bull le problème. N'anticipe pas le prochain chapitre. C'est consacré effectivement à la liste, la trop longue liste de jeunes pilotes sacrifiés sur l'autel de Red Bull. Inventaire.
Un broyeur de talent. Après, on l'a dit en préambule, Kvyat, Gasly, Albon, Perez. C'est au tour de Liam Lawson donc de se faire évincer chez Red Bull. Et encore, je ne compte pas tous les pilotes de la Red Bull Junior Team qui ont été broyés par le couple Helmut Marko, Christian Horner, pêle-mêle, Laurent. Non, mais il y en a. Ricardo récemment. Surtout Alguersuari qui imprononçable. Qui a carrément publié en disant qu'il avait été menacé par Helmut Marko en lui disant soit tu réussis, soit tu dégages, quoi, mais très très violemment, quoi. Le Suisse Buemi, Jean-Éric Vergne pour les Français, Kvyat, Hartley, De Vries plus récemment. Ouais. Kvyat qui a fait un commentaire, je ne sais pas s'il est vrai parce que tu sais, je l'ai pas vu sur son compte, moi je l'ai pas vu passer, mais il a dit à Lawson, prends soin de ta copine. Parce que c'est une écurie qui ne brise pas que les hommes. Oui, bien sûr. Et des fois, on te prend plus que ce que tu crois. Je pense que c'était un fait. Peut-on parler d'échec de la filière des jeunes pilotes Red Bull, Eric, tu as l'histoire derrière ça. Peut-on parler d'erreurs parce que jusqu'à maintenant, on avait Ricardo qui est arrivé chez Red Bull, ça a fonctionné. On avait vu Vettel qui est passé qui est passé chez Red Bull avec brillamment 4 fois champion du monde. On a vu Verstappen et depuis l'élan est brisé, c'est le moins qu'on puisse dire, Eric. Alors l'élan est brisé, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que la filière semble un peu plus faible, on va dire, depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. Red Bull a, hormis le style de management, Red Bull a eu toujours une philosophie un peu différente, c'est-à-dire qu'ils avaient non seulement des pilotes de qualité, mais surtout beaucoup de pilotes. Et donc forcément, qui dit beaucoup de pilotes recrutés, dit aussi beaucoup de pilotes de sortie. Et donc c'est beaucoup plus visible, évidemment, à travers le système Red Bull, comme ils ont 2 écuries de F1. Ça l'est moins chez les autres, parce que quand on se fait sortir en F2 ou en F3, on le sait pas, c'est pas médiatisé. Là, le fait d'avoir 2 écuries de F1, forcément, c'est médiatisé, puisque les pilotes montent jusqu'en haut, et là, ils sont sortis. Le schéma Red Bull est sans pitié, le management de Red Bull est sans pitié, et ils ont toujours prôné le fait d'avoir un pilote leader. Donc forcément, il y aura forcément toujours, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais des déchets à côté. Oui, mais même du temps où Vettel était leader par rapport à d'autres pilotes, du temps de Ricardo notamment, il n'y avait pas de telle différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Depuis que Verstappen est là, on sent qu'un fossé s'est creusé. Est-ce que le problème, c'est le fait que Verstappen, oui. Est-ce que la voiture est trop typée pour lui ? Ah oui, ça c'est sûr. Dans l'histoire de la Formule 1, on a toujours eu des pilotes numéro 1, on pense à Ferrari, notamment du temps de Schumacher avec Barrichello et d'autres, mais ils gagnaient quand même derrière, ils n'étaient pas aux fraises. Oui, bien sûr, ou Bottas avec chez Mercedes. Non, c'est vrai. Ouais, mais... Oui, bon. Bon, bref. Est-ce qu'il y a vraiment un problème, Max Verstappen ? Est-ce que cette volonté... En fait, le problème est là depuis que Verstappen est numéro 1, en fait. Cette volonté absolument de typer la voiture pour lui fait qu'elle est inconduisible. Tu parlais tout à l'heure d'Alex Albon. On a sorti un extrait, une citation d'une interview qu'il a accordée de mémoire au podcast High Performance. Voilà ce qu'il dit, regardez. Tu en parlais tout à l'heure. Chacun a son style de pilotage. Le mien est plutôt doux, mais j'aime quand même avoir un train avant plutôt vif et direct, comme Max Verstappen. Max aime aussi cela, mais sa précision est d'un tout autre niveau. Pour donner une idée de ce que cette différence peut représenter, imaginez-vous simplement jouer à un jeu vidéo sur ordinateur en augmentant au maximum la sensibilité de la souris. Dès que vous la déplacez, elle va d'un bout à l'autre de l'écran en toute vitesse. C'est un peu ce que vous ressentez au volant. La voiture devient si vive que ça devient compliqué. Oui, Justine. mais je pense qu'on en parlait déjà la semaine dernière. Pour moi, ça fait partie d'une stratégie globale de l'écurie qui est à remettre à plat, parce qu'on ne peut pas se concentrer que sur la performance, les retours, le style de pilotage d'un seul pilote. Moi, je ne comprends pas quand on regarde, quand on regarde chaque pilote a donc ses ingénieurs, il a ses équipes, il y a des retours en commun, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, il faudrait peut-être que Eric, tu m'éclaircisses sur tout ça, mais comment est-ce que c'est possible que les 2 voitures soient réglées autant autour du style de Max? Est-ce qu'après, il y a des petits réglages vraiment à la marge qui sont faits, qui peuvent permettre à un deuxième pilote d'avoir quelque chose d'amélioré, d'optimal pour lui? Mais on est tellement loin parce que toute la base est sur celle de Max. Mais je trouve que la stratégie globale de Red Bull, elle est à perte, elle est dangereuse. Ça fait depuis quelques années maintenant qu'on entend dire la même chose, Eric. Et au-delà, est-ce que ce n'est pas dans le contrat de Verstappen qui exige que la voiture lui soit typée un point, c'est tout? Non, pas dans le contrat, ça c'est pas possible. Mais il faut savoir que de toute façon, les écuries, les ingénieurs, les gens qui composent l'écurie vont toujours pousser pour le pilote le mieux. Donc c'est pour ça qu'on avait eu ce clash entre Lewis et Fernando en 2007.
C'est aussi pour ça, chez McLaren, c'est parce que naturellement, l'équipe va d'abord écouter le pilote qui, selon elle, est le plus rapide et lui permet de rapporter le plus de points. Je peux mettre un bémol Non. Le pilote le plus anglais peut-être aussi. Oui, mais c'est très anglais, mais Red Bull, c'est anglais. Voilà. C'est le système qui fonctionne, mais c'est clair que Max, en plus, c'est la légende vivante qu'ils attendaient chez Red Bull. Donc, tu peux mettre qui tu veux à côté. Les ingénieurs, ils vont toujours écouter et faire ce que Max veut. Bien sûr. Ce qui est assez ironique, parce que quand ils ont repris Lawson, ils ont dit qu'ils l'aimaient beaucoup parce qu'il faisait des retours aussi intéressants. On l'a vu. C'était un des critères. C'était vraiment le feedback qu'il donnait pour l'amélioration de la voiture était intéressant. De la communication. Ouais. Je vais changer d'équipe, je reviens. Guillaume, on a vu qu'à l'opposé, aujourd'hui, ceux qui dominent pour l'instant, après 2 Grands Prix, c'est McLaren. C'est vraiment la stratégie opposée. Il n'y a pas de pilote numéro 1, il n'y a pas de voiture typée pour un pilote numéro 1. Même Norris s'en est plaint ouvertement lors d'interviews à plusieurs reprises. Ouais, non, mais pour le coup, pour le moment, non. Après, les 2 pilotes sont plutôt proches. Si jamais l'un des 2 prend plusieurs longueurs d'avance dans la saison, je pense que ça va changer. Et ils joueront peut-être à fond la carte de Norris ou Piastri. Oui, mais pas forcément adapter la voiture à son style de pilotage, tu vois. Non, alors peut-être que les styles... Ils le feront. Ouais, ils le feront. Et en fait, aujourd'hui, ils ont 2 talents, Piastri et Norris. Celui qui va prendre le lead, c'est celui qu'ils vont écouter ensuite et la voiture sera pour lui. C'est comme ça que ça fonctionnera. Donc, Camille, je ne vais pas te citer de nom, mais dans ma petite carrière de Formule 1, il y a des fois où tu as un pilote expérimenté d'un côté du garage et de l'autre côté un peu moins. Celui qui est un peu moins, il peut dire que les roues sont vertes et le volant il est carré, tout le monde s'en fout. Ils écoutent que le pilote expérimenté. Attends, Romain Grosjean et Kimi Räikkönen, par exemple. Peut-être. On ne sait jamais. Donc, Camille, mais Stoffel et Jenson, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est quand même naturellement, c'est celui qui va prendre le lead qui va être écouté. Donc, chez McLaren aujourd'hui, ils ont la chance d'en avoir 2 qui sont extrêmement rapides, mais si Piastri devient plus régulier devant Norris, je pense que Piastri aura les faveurs des ingénieurs et des designers. Alors au-delà, et c'est c'est le courant qui commence à émerger autour de la performance réelle. Tu disais tout à l'heure, Justine, de la Red Bull qui vise plus du tout les premières places. Est-ce que, donc, Camille, Verstappen est quelque part un Superman? Est-ce qu'il surconduit, il compense par son talent les manques de la RB21 aujourd'hui? Totalement. Ah, ça, c'est clair et évident. Aujourd'hui, c'est la 4e voiture du plateau. Et de manière indubitable. Moi, je trouve que ce que Max a fait lors des 2 Grands Prix est juste incroyable. Il tire la quintessence, il ne fait pas une faute. Ouais, c'est ce qu'on a vu aussi à Interlagos. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur pilote du plateau, avec le petit chouïa qui fait qu'on est au-dessus. Et Max est tout à fait remarquable. Justine, donc, en fait, quelque part, Max, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. Oui, totalement. Mais je pense que c'est aussi le problème, c'est comme on s'est tellement basé sur sa performance à lui ces dernières années. Du coup, je pense qu'on a un peu, au détriment peut-être de l'amélioration de la voiture, et on s'est peut-être contenté d'une voiture qui était au final vraiment pas bonne, en se disant que Max arrivait à délivrer malgré tout. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le défilé des pilotes à ses côtés, je pense qu'on prend conscience qu'en fait, elle est vraiment difficile à manier. Et j'ai hâte de voir ce week-end avec un Yuki qui arrive. Mais je suis inquiète pour Max et je suis inquiète pour l'avancée de cette écurie sur cette saison. Vraiment, là, je ne pensais pas que ça allait prendre un tel tournant en début de 2025. Et ça me peine beaucoup. En fait, tu as 2 sujets. Tu as le sujet que Max est dominant par rapport aux autres. Donc, comme disait Eric, il y a toujours en fait, les ingénieurs qui vont aller dans son sens. Et 2, Max a apparemment un style de pilotage qui est très atypique, très pointu. Et il y a peut-être une énorme différence entre lui et tous les autres sur ce style. Et du coup, ça complexifie encore la tâche du second pilote. Et tu as une écurie sans stratégie globale. Ouais. En tout cas, cette semaine, c'était le branle-bas de combat du côté de Milton Keynes, puisque Max Verstappen s'est rendu du côté de Milton Keynes la semaine dernière pour une réunion avec ses ingénieurs pour essayer justement de trouver des solutions. Ça avait fonctionné l'année dernière. On va voir cette année. Vous le disiez tout à l'heure, les amis, à tout miser sur Verstappen. Est-ce que l'écurie de Milton Keynes hypothèque-t-elle pas son avenir? Il y a beaucoup de rumeurs, Laurent, de le voir partir chez Mercedes, notamment. Et qu'est-ce qui se passerait si demain il s'en va? La voiture lui est typée sur mesure. Il a l'impression tu me diras, il n'y a pas de plan B après le départ d'Hamilton non plus chez Mercedes.
Ah, il y avait un plan. Il y avait quand même. Non, ils avaient Russell. Il y a quand même Russell. Il y a Christian Antonelli. Ils avaient Kimi Antonelli. Il n'est pas encore champion du monde, Kimi Non, Antonelli. mais Russell, ils étaient presque. Ils ont juste dû en faire la promotion un peu trop vite, quoi. Tu vois, il serait arrivé là 2 ans après. Moi, je veux juste dire quelque chose. On va voir très très rapidement, c'est ça qui est intéressant, un retour sur ce qu'est cette voiture avec Tsunoda. Finalement, Tsunoda va servir à quelque chose. Il va servir. Si on se rend compte que Tsunoda n'arrive pas du tout à conduire la voiture, là, on aura la réponse et on pourra dire Max Verstappen est un monstre absolu, ce qu'on pense tous. Hein. Il est vraiment très très fort. La voiture est vraiment faite pour lui. En tout cas, si elle n'est pas faite pour lui, il arrive à la garder. Et donc, ça fait effectivement le lien avec ce que tu dis après. Après Max, le déluge. Là, ça risque d'être un peu compliqué. Parce qu'ils n'ont plus Max, ils n'ont plus Newey, ils n'ont plus Honda. Ils n'ont plus Honda. Ouais, à un moment donné, tout le monde va partir. Horner, Marco, je ne sais pas combien de temps ils vont rester. Là, vous appelez Eric Bouillet. Et tu as Pierre Vacher qui commence à parler avec Fred Vasseur. Donc, ouais, exactement. Pierre Vacher qui commence à parler avec Fred Vasseur. Enfin, c'est pas qui commence, en fait, qui continue. Oui, qui continue, voilà. En tout cas, Eric, chose sûre, c'est que la saison prochaine va marquer un tournant majeur avec la nouvelle réglementation. On l'a dit, nouveau moteur et Red Bull fait un choix énorme et prend un énorme risque en produisant son propre moteur. Hein. Au moment où Renault, lui, arrête, Red Bull se lance son propre moteur avec Red Bull Powertrain. Même s'il y a une association avec Ford, ça reste quand même un moteur Red Bull. Ils arrêtent l'association avec Honda. Donc ça va être une année très intéressante à suivre. Il n'est pas certain que l'ami Max attend l'année prochaine. Il attend énormément des retours que vont lui faire les ingénieurs moteurs dès cette année, on peut penser, Max, hein, Eric. Oui, c'est clair que c'est un gros challenge. En plus, ils ont quand même démarré maintenant il y a quelques années, donc ils ont un peu d'expérience, on va dire, au niveau du powertrain. Mais c'est vrai que face à un Mercedes qui est rodé depuis maintenant des décennies, la tentation, elle est grande pour Max de vouloir changer d'équipe. Et je pense sincèrement que toutes ces histoires aujourd'hui autour de Red Bull, le fait qu'il marque en plus clairement son opinion quant au départ de Liam Lawson, montre qu'il y a quand même des dissensions, et en tout cas entre lui et le management de Red Bull, quoi. Laurent, pour conclure. Ouais, c'est très intéressant parce qu'il a effectivement liké ce post, mais il avait liké 2-3 autres posts avant qui n'étaient pas aussi incisifs que celui-là, mais il avait quand même montré, tu vois, son agacement. Donc on sent que ça part en brioche. Hein. Allez, assez parlé de Red Bull, je propose que l'on fasse descendre le taux de testostérone. Allez, gros plan sur la F1 Academy, le championnat de monoplace 100% féminin qui a entamé sa 3e saison cette année. Justine, son objectif, c'est de vraiment favoriser l'éclosion de pilotes féminins vers des catégories supérieures et on pense naturellement à la F1. En effet, on va parler de la F1 Academy. Donc la F1 Academy, ça fait donc, comme tu disais, 3 ans qu'elle est lancée, qui est dirigée aujourd'hui par Suzy Wolff, que vous connaissez déjà bien. L'épouse de Toto Wolff. De Toto, exactement. Ancienne pilote. De Williams F1, qui était justement test driver. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc c'est une compétition où il y a 18 pilotes réservés aux femmes. Elles ont entre 16 et 25 ans. Ce sont des monoplaces qui sont identiques. Ça, c'est assez intéressant parce qu'elles sont imposées. Donc contrairement à la F1 masculine, on voit vraiment une homogénéité dans les voitures. Il n'y a aucune différence technique, donc tout repose vraiment sur le pilotage. Et cette année, on a 6 écuries. L'année dernière, on en avait 5, composées de 3 pilotes. Et ce qui est intéressant, et on va reparler, c'est vraiment... moi, ça fait un petit peu... quelques temps que je regarde un peu l'évolution de cette féminisation de la F1. On va questionner le fond. À quel point est-ce que c'est vraiment un accélérateur et un tremplin pour les femmes vers la F1 ou est-ce que c'est vraiment quelque chose un peu plus de communication aujourd'hui mais j'ai hâte d'avoir votre retour sur ça. Donc déjà, le format, ça ressemble un petit peu au format des courses de promotion, Eric, traditionnelles, que ce soit la F3, la F4, avec des essais libres, une séance de qualif et 2 courses avec les grilles inversées. Hein. C'est ça, Eric, hein. C'est le même principe qu'effectivement la F3, ou voire la F2 même, mais tout le monde a les mêmes voitures, donc le focus est concentré sur le pilotage et sur les pilotes.
Et après, il faut c'est ce qu'on appelle l'accession ensuite F4, F3, F2, donc et F1 logiquement à la fin. C'est que le meilleur gagne effectivement. Alors uniquement des femmes, vous l'aurez compris, entre 16 et 25 ans, Justine. Exactement. Alors les femmes ont le droit de participer à maximum 2 saisons par pilote, beaucoup. ce qui est assez étonnant. Ouais. On n'a pas du tout cette limite en F1 masculine. Et il y a ce concept de wildcard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut inviter une pilote locale dans chaque Grand Prix. Et donc c'est une des écuries qui doit fournir ce baquet pour cette pilote extra. Cette année, c'est Prema, qui était l'équipe championne de 2024. Il y a une nouveauté aussi en 2025 et qu'il y a aussi des super licences. Donc, c'est des nouveaux points pour les 5 premières du classement général. Ça, c'est déterminant. Si on veut, Eric, faire de la Formule 1, c'est d'avoir cette super licence. C'est le sésame indispensable. Hein. Tout à fait. C'est comme un permis. Il faut avoir justifié d'un certain nombre de résultats dans différents championnats. Et je ne sais plus maintenant, c'est 40 ou 60 points. Pour avoir cette super licence, pour pouvoir ensuite accéder à la F1. Si on n'a pas ça, on n'a pas le droit de rouler en F1. Et j'imagine que c'est pas gratuit de courir. Non, alors on a essayé de trouver un peu combien ça coûtait. Ça coûte cher une saison F1, sachant que cette année, normalement, c'est à peu près 100 000 € par pilote. Avant, c'était 150 000. Et qu'il faut savoir que c'est un montant qui est en partie financé par les pilotes et leurs sponsors, mais aussi par les écuries F1 qui soutiennent un seul pilote. Et donc, on voit, ce qui est marrant, c'est qu'on voit les voitures. Il y en a une notamment l'image de Charlotte Tilbury, donc pleine de rouge à lèvres et de maquillage, ou de American Express. Mais donc, ce qui n'est pas facile, c'est que, comme en F1 traditionnel, quand même, il y a une grosse pression pour les pilotes d'aller trouver des sponsors pour financer. Et c'est pas facile parce que quand on est une femme dans un milieu qui est évidemment assez masculin, c'est pas évident d'aller trouver des marchés, des partenaires financiers. Alors, je me tourne vers les garçons, Laurent, Guillaume ou donc Camille. Pourquoi ne pas mixer les filles tout simplement avec les garçons plutôt que de créer un championnat spécifique ? Quelle est votre opinion ? Est-ce que tu connais un sport où il y a une mixité totale entre les hommes et les femmes ? Au sport automobile, en rallye, oui. Ok. Alors, dans la majorité des sports, il n'y a pas cette mixité. Moi, je vois pas où est le problème de mettre une. Mais j'ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une catégorie pour les filles. Ouais. Elles sont légitimes derrière un volant. Je pense que je vais essayer de répondre à ta question. Je pense que l'idée derrière ce championnat, c'était si on mélange les filles et les garçons dès à présent, les garçons vont finir devant les filles parce que la filière existe depuis plus longtemps. Puis ils sont plus nombreux, tout simplement. Et oui, non mais ils sont plus nombreux, elle existe depuis plus longtemps, et donc en fait on va se retrouver à un résultat où on va dire, voyez, les filles sont plus nulles que les garçons, et donc en fait, elles n'ont pas leur place en Formule 1. Je veux dire que plus que de permettre à des femmes, à des filles d'accéder à la F1, c'est plus déclencher chez les plus jeunes l'envie de s'inscrire au karting pour les filles qui ne sont pas très nombreuses. Tout à fait. Et le travail pour moi, il doit aller au-delà de la F1 Academy. Par exemple, moi, il y a une jeune que j'adore qui s'appelle Bianca Bustamante et qui est une Philippine qui communique énormément sur les réseaux sociaux. Et je pense que des personnages comme Bianca, c'est des gens qui peuvent donner envie à des jeunes filles, à des fillettes, tu vois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, de voir le sport parce qu'elle incarne une image hyper positive, hyper dynamique. Ça fait partie du programme de la F1 Academy. Hein. Oui, je sais, mais il faut que ça commence avant. Oui, mais elles vont voir les jeunes filles. Elles vont les voir dans les kartings. Il y a toute une promotion autour que Suzy Wolf conduit. Tout à fait. Vraiment, c'est ce qui se passe. C'est un travail. Ouais, exactement. Je dis ça parce que je pense que il faut les ratisser encore plus large. Et c'est toujours la même chose. On en a déjà parlé, on a déjà eu la discussion, toi et moi, sur la position des femmes dans l'entreprise et sur il y a pas assez de femmes emblématiques pour montrer certains trucs. Et là, je pense que c'est la même chose. Donc, il faut être malin. Et après, je pense que ça serait génial, parce que ça mettrait. Quand on sait déjà combien la F1 s'est féminisée sur les 10 dernières années, je pense que ça. Au niveau des ingénieurs, des dirigeants d'écurie, même au niveau de l'audience. Donc tu vois, c'est frustrant de te dire, je regarde la F1, il n'y a pas de femmes. Je suis femme, je regarde la F1, il n'y a pas de femmes. Juste pour info et pour reprendre ce que tu disais, je pense que ça mettrait du piment, tu vois, dans le paddock, que tu vois, à un moment donné, lors de la première femme qui arrive en F1, qui commence à gagner un Grand Prix, ça va être génial. J'aimerais bien avoir l'avis de notre doyen, mais non moins le plus jeune d'entre nous aussi. C'est monsieur donc Camille, bien sûr. Attention à ce que tu dis. Non, mais doyen, pas dit le plus âgé. Non, il y a une autre initiative que... Il y a une autre initiative que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup, c'est Iron Dams, qui a été créée par Deborah Meyer. Aujourd'hui, c'est 16 pilotes féminines qui ont, ceci dit, d'excellents résultats, par exemple en GT, avec une très très belle... des très beaux résultats depuis ces dernières années. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir justement de la réplique sur les réseaux sociaux et faire en sorte telle que tant que le pied de la pyramide ne s'élargira pas
par l'abondance de femmes en karting, ça restera un problème. Aujourd'hui, il y a peut-être une femme sur 100 ou sur 500 gars qui font du karting, donc la base est totalement insuffisante pour faire monter en fait ces filles, et s'il y en avait beaucoup plus, il y aurait beaucoup plus de chances d'arriver en Formule 1. Je crois que la clé, elle est là, parce qu'en plus, le milieu, à la base, est très macho, donc ça n'arrange rien. Il y a Helmut Marko, quand même. Helmut Marko et son féminisme très appuyé. Débridé. Christian Horner aussi. Débridé. Christian Horner qui va bien les accueillir. Voilà. Si tu n'es pas content de ta voiture, chante ta putain de voiture. Un truc comme ça. Ouais. Donc il y a eu dans l'histoire trop peu de femmes en Formule 1, et aujourd'hui, effectivement, il faut commencer à ratisser large, et le meilleur moyen de ratisser large, c'est les réseaux sociaux, et le meilleur moyen d'alimenter les réseaux sociaux, c'est de montrer des jeunes filles en karting et qui n'ont pas peur de se frotter aux petits gars, quoi. Alors, Justine, a-t-on assisté, après 3 saisons, à de réelles opportunités professionnelles pour les pilotes qui ont participé aux 3 saisons de la F1 Academy, quoi. C'est qu'on parle beaucoup du vivier qui doit arriver en amont, mais il faut surtout que ces femmes-là, elles aient des carrières et qu'on leur montre que c'est possible d'atteindre le summum, et qui est vraiment la F1 masculine, quoi, la vraie Formule 1. Quand on regarde les 2 dernières championnes, on avait donc Marta Garcia Lopez, qui était en 2023, donc la championne, qui, elle, est aujourd'hui en GT, il me semble. Elle a enchaîné une saison en Freca et ses débuts en Ligier European Series. Mais aujourd'hui, elle est en GT. Exactement, elle est alignée avec l'équipe Michelin Le Mans Cup. Et l'autre gagnante, qui était Abby Pulling, qui était britannique, elle était gagnante de 2024, qui court aujourd'hui brillamment en F3 britannique, mais on n'est pas encore au niveau de la F1. Et en ce moment, c'est la française. Dorian Pain qui... C'est la française Dorian Pain qui est soutenue par Mercedes, qui est en tête. Très heureuse par elle. Ensuite, et on a, ce qui est sympa, c'est qu'on a la Scuderia Ferrari qui est en deuxième. Pareil, Dorian Pain, c'est intéressant parce qu'elle était la semaine dernière sur le plateau de Jimmy Kimmel aux États-Unis. Et donc, c'était intéressant aussi de voir qu'elles ont de plus en plus de visibilité. Et c'était intéressant parce qu'elle allait parler face à Jimmy. Elle leur a dit, personne ne savait dans l'audience ce que c'était que la F1 Academy. Personne ne savait qu'il y avait ce tremplin et ce programme pour les femmes. Et elle leur a dit, on en est encore loin, mais aujourd'hui, ça nous donne de la visibilité parce qu'on a nos courses qui tombent sur les mêmes week-ends que des vrais grands prix. Du coup, on a une énorme visibilité médiatique, mais il y a un énorme effort à faire en termes de financement. Donc, c'est chouette de voir des femmes qui sont mises en avant de la scène et de nouveaux rôles modèles, mais je pense qu'on est encore loin. Mais moi, j'ai découvert, pour aller dans ce que tu dis, j'ai suivi la F1 au dernier Grand Prix de France, où elle courait en même temps, et donc du coup, entre eux, je suis allé regarder, et il y avait eu une grosse baston, quoi. Tu vois, tu veux dire, et j'avais trouvé ça, et c'est là où je me suis dit, mais waouh, c'est génial, quoi. Alors, à quand une femme en F1, à quand quelqu'un pour succéder à Leila Lombardi, une dernière femme à avoir pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1, c'était en 1976. Est-ce que beaucoup évoquent, Eric... C'est il y a presque 50 ans. C'est fou. Exprime un défi physique. On sait que les pilotes sont de plus en plus jeunes. À 17 ans, ils accèdent à la F1, on pense à Max Verstappen. Est-ce que c'est vraiment un défi physique ? Est-ce que c'est plutôt, justement, plus en amont, on le disait tout à l'heure, qu'il faut vraiment sensibiliser les plus jeunes filles de s'intéresser au sport mécanique ? Alors, non, il n'y a pas de défi physique et autres. Je crois que c'est Alain qui a donné la bonne réponse, en fait. Il n'y a pas assez de filles aujourd'hui qui font du karting, qui rentrent dans cette filière sport automobile. Pour avoir aussi regardé un peu le karting, il y en a quand même quelques-unes qui marchent pas mal aujourd'hui, comme la fille de Mika Hakkinen. Et là, par exemple... ou la Flexa, elle s'appelle, qui a été signée par Mercedes d'ailleurs, qui cartonne aussi. Mais il n'y en a que très peu. Il y a effectivement peut-être pas une fille sur 100, mais on n'est pas très loin de ces chiffres-là, quoi. Donc, est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question ? Est-ce que c'est une féminisation réelle de la F1 ? Oui. C'est plutôt aujourd'hui une vitrine marketing. Oui, je pense, c'est comme tu le disais, c'est vrai qu'au début, moi j'ai beaucoup questionné cette exigence physique en me disant que c'était probablement le plus gros obstacle. Et en fait, Suzy Wolff, c'est ce qu'elle disait, que c'était le défi physique qui existe, mais vraiment, ça peut être surmonté avec l'entraînement approprié. Donc il ne faut pas oublier qu'aussi, cette académie, elle est faite pour donner beaucoup plus de temps de practice, de roulage et d'accès aux ingénieurs que les femmes ont beaucoup moins, vu que c'est aussi une barrière financière à l'entrée. Mais vraiment, elle dit, Suzy Wolff, que c'est vraiment aussi un problème culturel. Qu'il y a une barrière culturelle et en fait qui reste très important. Donc aujourd'hui, l'enjeu, elle n'est pas seulement sportif, mais il est aussi sociétal. Donc pour moi, c'est une féminisation réelle, c'est une super initiative. Maintenant, il faut plus en plus aller voir un vivier beaucoup plus jeune, il faut encourager des femmes, il faut que les sponsors, il y ait peut-être un changement dans les mœurs sociétaux qui encouragent les jeunes femmes. Et voilà, je pense que l'exigence physique, elle est là, mais il faut aussi qu'il y ait le soutien financier, le soutien des ingénieurs, des sponsors, etc. Les amis, So box. C'est l'heure du quiz F1.
Alors, un quiz F1 sur mesure, spécial sport féminin, Allez. sport mécanique féminin, pas que la F1. D'accord. Oula. 4 indices, vous le savez, une réponse dès le premier vous rapporte 4 points, 3 points pour la Ce n'est seconde, qu'une réponse. 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé, donc il faut répondre à bon escient. Madame, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je ne connais qu'une de réponse. Comment ça, tu sais déjà que t'en Non, connais mais tu vois, je sais, tu vas voir, c'est facile. Je suis la première femme à remporter une manche du championnat du monde des rallyes. Michel Mais Mouton. attends Ah putain, c'est la seule que je connaissais. On va se calmer. Vous êtes Comment ça calme. se fait que tu la Je Je connais suis d'ailleurs vice-champion du monde des rallyes en même pas 1982. J'ai contribué à la Comment ça se fait que création. tu la connaissais? J'ai même pas Ouais. entendu la question. Je Michel Mouton. suis la première femme à remporter une manche de championnat du monde des rallyes. J'ai contribué à la création de la commission Women in Motorsport. J'ai piloté pour l'écurie Audi dans les années 80. Bon, dès Et qu'on aussi parle de pour, vie, je connais plus rien. Pour la Peugeot, notamment la 205 Turbo 16. Je vais t'aider. Et oui, Pas c'est qu'en possible, Formule un vice-champion du monde des rallyes en 82. Champion du monde en 82, elle a fait un truc. Et juste pour, Et juste Dieu pour sait votre si les information- groupes B étaient exigeants dans les Ouais, années ouais, 80. ouais. hein. Juste pour votre information, elle est toujours dans le sport automobile. Donc en fait, elle est sur la sécurité. Elle fait voiture ouvreuse et elle dit aux gens. Et la de course se- des champions Ah, aussi. elle a Elle fait. fait- non mais gens, et si vous savez, si vous voyez le public comme le public L'aime. l'adore, Ouais, bah, bien sûr. quand on passe, qui réalise que c'est Michel Mouton, c'est Ouais. putain. Oh, franchement, je savais que c'est forcément. Enfin, le truc, c'est pour ça que j'étais très content. Je me Il dis, est va là-bas, avoir au il est moins un là-bas, point. il est là-bas, il faut Il le va avoir regarder. il va avoir un point. J'ai Allez, même pas celui-là, eu. il est un peu Mais plus je pense que difficile. Il y a un Gamala- truc que c'est je veux Gamala qui rajouter, est c'est rapide. qu'elle était vice-championne du monde quand c'était les groupes B, Ouais, c'est qui énorme. ont été les voitures de rallye les plus monstrueuses qui soient, avec malheureusement mort à l'appui. Mais c'était... C'est Ah, à ouais, 600 tout à- chevaux, tout à voire 1000 fait, chevaux avec, par moment sur les routes. Avec Toivonen et Attilio Bettega. Attilio Bettega Mort à disparu un en an Corse, d'intervalle ouais. et Toivonen mort sur le Tour de Corse à quelques kilomètres de là où j'habite, donc je passe souvent devant. Ouais. Qui a scellé la fin de Des groupes B. B. Allez, on enchaîne avec une autre personnalité du sport auto au féminin. Je suis devenue la première femme à occuper le poste de team Suzy principal Wolf. en F1. Non, Williams. non, Ah, non, 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 c'est non, celle de non, Williams. Williams, C'est celle de- Williams. c'est celle de- Non. Claire Non. Williams. C'est vrai, t'as raison. Non, Merde. ça sert à rien d'hurler. Red Je flag. suis- Alors, qui a répondu en régie? Parce que là, ça part en sucette. Personne n'a dit le bon nom, Olivier. D'accord, mais qui a répondu? Donc, qui Ah, j'ai reste, pas qui n'est pas entendu. éliminé? Il a répondu. Laurent a clairement répondu, je sais pas si t'as remarqué. Oui, j'ai plus d'oreilles. Team Principal. Je crois que Je crois que Eric a Guillaume répondu. Guillaume a Je suis répondu. donc pas il sûr, reste- les gars. Je suis pas sûr de ça. Il reste donc Camille. Non, et moi, il reste- j'ai Non, pas. j'avais répondu aussi. Non, j'ai Bon, répondu il reste, aussi, ouais. il Non, reste. moi, j'ai pas. Non, mais j'ai Justine pas. J'ai et pas. Ouais. Justine Eric. Mais Eric, il l'a. Eric, et il donc l'a. Camillo. Alors, celle-ci est Non, plus non, non, c'est facile. Eric. Moi, Alors. j'ai répondu. Ah, Je ok. suis la Et première femme à Williams. occuper la poste. Moi aussi. S'il vous plaît, je suis devenue la première femme à occuper le poste de team principal. J'ai succédé à Peter Sauber, pardon, mais pas c'est- Solberg. Sauber, Je me souviens plus de son nom. Monica. tu y es presque. D'origine indienne. J'ai cofondé une équipe de F4 en 2018. Monica. Merde. Kaltenborn. Kaltenborn, c'est ça. Voilà, bon. On peut lui donner, hein, franchement. Régie, mais là, la régie. J'avais Moi, pas. Tu connaissais toi? Je donnerais un point à Eric. Oh, Il non, mérite non. plus, je pense. Oh là 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 Non, là. même pas, parce que j'avais dit Claire Williams. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça fait 4-0 toujours pour donc Camille. Toujours une femme qui a brillé en F1 notamment. Je suis la seule femme à avoir marqué des points en Formule 1. On en a parlé il y a un instant. Ah, Mais Léa. là, Lombardi. 4 points pour Justine Pélisson. Bravo Justine. Arrêtez. J'ai participé à 12 Grands Prix entre 1974 et 1976. J'ai couru pour les écuries March et Williams et j'ai également participé aux 24 heures du Mans. Une autre période, Eric, où on pouvait passer d'une catégorie à l'autre plus facilement, de passer du sport proto au sport de sprint, dirons-nous, et voire même aux catégories inférieures. Ouais, alors plus facilement, ça se fait toujours. Hein. Des pilotes de F1 qui voulaient faire le Mans ont pu le faire récemment encore. Maintenant, et c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi des volontés politiques, Voilà. et sportives et financières de ne pas vouloir le faire. Et puis 24 Grands Prix, ça les occupe un peu quand même. Oui. C'est clair. Mm. À nouveau, une pilote qui a brillé en sport mécanique. Je suis la première femme, madame, Alika messieurs, Patrick. Allez, Cabra. Ah, il a dit avant moi, merde. Mais il a pas dit la question. Ah, il a dit avant moi. à avoir remporté une course IndyCar en Mais- 2008. Ah, vous avez de la Mais là- chance. mais là, ça- Absolument. mais là- C'est- Ça aurait Alors- pu être la F1. C'est Mais- très intéressant parce que c'est mais très là, intéressant, Danica Patrick, parce que elle est très décriée aujourd'hui, surtout par les femmes,
parce qu'elle dit quand même que c'est un sport dur, c'est difficile, et il y a beaucoup qui disent oui, mais alors que tu dois nous aider, tout Oui, ça. voilà, Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'en fait elle veut juste valoriser le succès de ce qu'elle a fait elle, parce que c'est assez incroyable, et tout ça. Par contre, c'était une grande gueule, et moi j'ai vu des C'est interviews toujours. d'elle, ouais, c'est toujours une grande gueule, et elle est assez marrante. Consultante pour Skyport, je suis la première femme à décrocher une pole également en NASCAR, ce qui n'est pas rien. Et j'ai terminé 3e aux 500 miles Indianapolis, donc c'est Et elle avait, un beau pédigré. elle avait été sponsorisée par une équipe, une boîte par GoDaddy. Elle était sur toutes les pubs GoDaddy, donc ouais. Les noms de domaine, là, les gars. Ah oui, c'est ça, les noms de domaine, Ouais, les le GoDaddy. domaine, ouais. Sans transition, à nouveau une personnalité féminine qui a brillé en sport mécanique. Je suis une ancienne pilote d'essai pour l'écurie Suzy Wolf. Williams. Suzy Wolf. Non, mais t'as pas dit son prénom. Mais je te le laisse, c'est pour toi. Oh, Seigneur. Mais attends, qui l'a dit en premier? Ce qu'on a dit en La même temps. je régie. Pour moi, Justine a commencé à dire Moi, j'ai Suzy dit Suzy, avant toi, qu'il t'as- dise Wolf. C'est Et bien. T'as dit Wolf. de toute C'est façon, pour il n'a toi, pas donc. dit le prénom en entier, T'as donc pas je dit le donnerai les prénom 4 points. C'est à bien, c'est Justine. pas grave, c'est pour toi, Allez. c'est donc. Donc au compteur, ça fait combien Tu fais comme si tu le méritais pas. Mais Vas-y, non, tu c'est vrai. Pas tous Ça, en c'est même du temps, les pétrole. amis. La régie. 4 Combien points pour Justine. Donc là, 8 donc, points en tout pour Justine, 4 points pour Eric. Non, cinq. Et la première toute première question, il me semble que moi j'ai entendu Guillaume en premier, mais vous dites que c'est Don Camillo. c'est donc Camille, ouais. Bon alors dans ce Ah. cas-là, 4 points pour Don Camillo aussi. Zut. Donc Justine a 4 points d'avance sur tout le monde Allez, Et On Justine. peut s'arrêter là. et 8 sur Il reste Guillaume une et question. Olivier. Elle fait la course en tête. Là. Donc je suis une ancienne pilote Moi, j'ai rien, d'essai vas-y. pour l'écurie Williams F1. J'ai dirigé l'écurie Venturi en Formule E. En 2003, je suis nommée directrice de la Formula One Academy et je suis mariée à Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes F1, Suzy Wolf. Je vais te faire gagner parce que je sais que c'est. J'ai une idée. Je pense qu'il lit mes fiches. Non, non, mais non, j'aurais gagné sinon. Allez, la dernière personnalité de F1, d'ailleurs c'est une personnalité de la F1, donc je vous aide. J'ai lancé la carrière de Valtteri Bottas en F1. Claire Williams. Non, il regarde mes fiches. Mais non, putain, depuis tout à l'heure on essaie de la placer, il n'y en a pas tant que ça de femmes. Donc Et c'est pour ça que je puis- dis je vais te faire gagner parce que j'étais sûr qu'il Williams, fallait la placer. ok. J'ai Il fallait la placer, succédé tout à à l'heure, on mon essaie de la père à la placer. tête de l'écurie qu'il a fondée. Eh oui. Mon écurie a été 9 fois championne du monde constructeur. La vente de mon équipe en 2020 a été le plus gros J'adore. chagrin de ma vie. Ouais. Il s'agit bien sûr de Claire Williams, Williams qui est sortie donc du Ouais. giron familial malheureusement, après avoir vendu l'écurie. Victoire, première victoire De Justine. spéciale de Justine. Ouais, on va dire que c'était téléphoné, allez. Merci beaucoup. Bravo Justine. Et on enchaîne tout de suite avec la Minute Insta. On s'interrogeait en préambule de l'avenir de Red Bull. En cas de difficulté de Yuki Tsunoda, un pilote est déjà prêt à prendre le volant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'expérience. Regardez. Voilà, il est là, il est prêt à prendre le volant. Et puis, exclusif, on refait la F1. Nous avons intercepté un appel de Christian Horner à Daniel Ricciardo. Voilà ce qu'ils se sont dit. Hein. C'est du quasi direct, regardez. Listen, we fucked up. Ouais, c'est assez bien résumé, Eric. Est-ce que là, finalement, l'erreur, pour moi, parce que moi je suis un fan de Daniel, c'est pas d'avoir gardé Daniel Ricciardo Je ne veux pas l'avoir gardé. pas l'avoir gardé pour Red Bull cette année. On pourra refaire toute l'histoire. Je pense qu'il y a un moment, il faut avancer. Daniel a quand même, depuis 2 ans, n'était pas, on va dire, au top de sa forme en termes de résultats. Donc voilà, donc il y a des datas qui ne te trompent pas, même si effectivement ils ont fait le mauvais choix chez Red Bull, mais peut-être que Liam, comme on l'a dit, est arrivé juste un peu trop tôt. Et je pense que le renvoyer chez Racing Bull, c'est dur, mais si c'est pour lui redonner une deuxième chance plus tard, alors c'est peut-être nécessaire. On va voir si ce sera le cas. Rarement des pilotes ont été rétrogradés et sont revenus au premier plan chez Red Bull. Kiat l'a fait peut-être une fois, je ne veux pas dire de bêtises. Non, même pas, il a été rétrogradé, il n'est jamais revenu. Pendant ce temps, regardez, les écuries se préparent pour le Grand Prix du Japon. L'occasion pour As de dévoiler une livrée spéciale pour le moins fleuri. Un team principal, Eric, japonais, et puis un sponsor Toyota. Ça explique que As se mette aux couleurs du Japon.
Oui, je pense qu'il y a effectivement des filiations qui sont assez visibles, oui. Et puis je pense même que sur la voiture, il y avait des messages, je pense, en japonais ou des sponsors japonais. Donc il y a peut-être aussi voilà, un moyen de récupérer quelques Japon, mais budgets. c'est vrai que c'est déjà bien japonais. Allez, on enchaîne avec vos pronos pour le Grand Prix du Japon. Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, Winamax. Le site de Paris en ligne vous offre à vous, à tous les nouveaux joueurs, 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. D'abord, le bonus numéro 1. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Et ensuite, le bonus 2. Winamax vous offre sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. C'est facile. Comment ça marche? Vous créez votre compte sur winamax.fr, vous effectuez votre premier dépôt et vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt qui est doublé, plus 10 € offerts. Si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires et plus 10 € de bonus. Donc si vous dépensez 20 €, ça vous fait au total 50 € qui se sont transformés. Je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et ce n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, on revient sur les pronos. La semaine dernière, vous avez fait vos pronos pour le podium. Cette semaine, je vais vous demander votre prono pour la pole position. Et on commence avec notre team principal qui sera en pole samedi soir, ou samedi matin plutôt, au Japon, Eric. Je vais rester moi sur l'engouement actuel des McLaren, donc je vais mettre Piastri. Piastri pour notre ami Eric. Donc Camille. Piastri. Laurent. Hamilton. Allez, Ferrari. Guillaume. Je reste aussi sur l'engouement McLaren, mais du côté de Lando Norris. Justine. Je tiens à préciser que ce matin, c'était Verstappen qui apparaissait le plus dans les pronostics de Winamax. T'as regardé? J'ai regardé. Et Tsunoda aussi était le deuxième pilote le plus cité, étonnamment. Belle cote. Voilà, très très belle cote. Sachant que Piastri ne figurait pas, je crois que c'était surtout Norris qui était très cité. Je vais partir pour Verstappen, évidemment, sans surprise, comme pole position de samedi pour dimanche. Eh bien, moi, je vais faire tout comme Justine et je vais mettre Verstappen qui va créer la surprise ce week-end. Allez, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix du Japon. Je rappelle que désormais, On refait la fin, c'est tous les lundis et pas seulement après un Grand Prix. On compte sur vous et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut! Merci à tous. Merci l'équipe.